Bonjour à toutes et à tous. Vous remerciez infiniment de votre participation, de votre intérêt pour ce rendu du diagnostic territorial. En préambule, avant de vous parler des perspectives, nous souhaitions juste et tout de même vous dire deux mots sur ce logo que vous avez pu découvrir et qui n'est pas un artefact pour meubler les diapositives. Donc le logotype que vous avez sous les yeux est composé d'un symbole visuel et du nom du C3RB, vous dire deux mots à son propos parce qu'il reflète vraiment l'esprit que nous souhaitons pouvoir engranger avec vous toutes et tous et développer. Donc le C3RB, vous le savez, fonctionne sur les 4 départements bretons et son champ d'action est cadré par 4 missions principales. Et les couleurs sont l'évocation de cette géographie et de ces missions et les 4 couleurs renvoient à cela. Donc, les partenaires du centre référence sont autant dans le secteur sanitaire que celui médico-social et c'est dans cette optique d'élargissement que les couleurs choisies ne se limitent pas au code habituellement chromatique qu'on rencontre dans le milieu hospitalier, à savoir plus souvent le bleu, le blanc, le vert. On a intégré des couleurs plus chaudes finalement, le jaune et le orange, pour pouvoir symboliser ce multi-partenariat. Et puis le cercle qui s'affiche en négatif à travers ces 4 zones représente, lui, le réseau et la coopération qui sont les valeurs clés du centre référent, mais aussi de la réhabilitation psychosociale et de la dynamique régionale qui se traduit d'ailleurs à travers le rendu de ce diagnostic. C'est donc un projet dont la mise en œuvre est fondée sur la collaboration et l'échange entre les acteurs de la réhabilitation bretonne. Et donc, le logo du C3RB porte en ce sens tout l'espoir, toute l'énergie et l'ambition d'un tel projet. Et puis, nous souhaitions qu'il y ait le nom de C3RB qui a été choisi en cohérence avec les identités des autres centres référents au niveau national en réhabilitation psychosociale. En effet, lorsque on regarde les acronymes des autres centres et des autres régions, ils sont plutôt semblables. On a le C2RL, le C2R, le C3RP. Nous avons souhaité y faire référence et inscrire en plus l'identité régionale marquée par le B de notre Bretagne. Voilà. Alors, sur les perspectives, nous allons, Françoise Duval et moi-même, intervenir à 2 voix. Je présenterai les 3 premiers axes et puis Françoise Duval vous présentera les 3 suivants. Donc, nous avons dégagé du diagnostic territorial 6 grands axes qui ressortaient de façon forte dans les rendus de vos questionnaires. D'abord, partager les recommandations de la NAP. Donc, nous allons détailler à chaque fois toutes ces perspectives. Promouvoir la culture de l'évaluation et en lien avec celle-ci, l'implication de la personne concernée par la pratique de la restitution. Et puis, ensuite, Françoise vous parlera de la fonction de coordinateur de parcours à développer, de l'intensification du partenariat sur le champ professionnel et l'employabilité au sens large, et puis l'information du plus grand nombre sur ce qu'est fondamentalement la démarche, la posture de réhabilitation psychosociale. Alors, sur le point 1, partager les recommandations de l'ANAP. Donc, vous précisez, même si vous le savez, que l'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et qu'en mars 2019, cette ANAP a édité un guide qui s'intitule « Mettre en place la réhabilitation psychosociale dans les territoires ». Donc, les constats qui ont été faits dans le diagnostic territorial à travers vos rendus se scindent en 2 parties complémentaires. L'une qui concerne les professionnels, où il est mis en évidence des disparités de pratiques et puis des connaissances limitées, non pas en RPS, mais limitées dans les prises en charge qui sont menées par les autres équipes, y compris parfois au niveau local. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement mieux connaître ce qui existe au niveau plutôt régional que tout proche de chez soi. Et puis un autre point important qui était noté,
c'était le besoin de connaître les pratiques des partenaires. Donc 71% du sanitaire, des équipes du sanitaire le mentionnent, et plus de 65% dans le champ du médico-social. Du côté des usagers et des proches, ce qui est noté dans le diagnostic, c'est quand même une connaissance parcellaire par les usagers et par les proches de l'offre de réhabilitation psychosociale au niveau local, et une perception vraiment partagée d'un parcours souvent difficile d'accès, un parcours long, parfois un peu obscur. Et puis, de façon connexe, des problèmes pour les usagers et les proches pour identifier les bons interlocuteurs. Alors, fort de ces constats, les perspectives ou les propositions qui peuvent s'en dégager, c'est de favoriser des connaissances communes sur la réhabilitation psychosociale pour l'ensemble des partenaires. Ça a un intérêt. Je veux bien la diapo. Ouais, on ne bouge plus, merci. Ça a l'intérêt de réduire l'hétérogénéité du déploiement des techniques de soins en RPS auprès de tous les acteurs, et pour cela, en développement, communication, sensibilisation, formation à des niveaux finalement gradués, adaptés à chacun. Alors, ce n'est qu'à titre d'exemple, hein, mais ce peut être une mise en œuvre de journées thématiques, des partages d'expériences et de savoirs qui sont souvent très riches. Et donc là, le retour en présentiel nous fera beaucoup de bien pour cela, sans pour autant oublier le distanciel qui aide aussi. Des journées d'observation, hein, des stages professionnels, aller voir chez les uns et les autres en mixité ce qui est proposé, des diffusions de ressources documentaires, d'outils, etc. Nous vous en reparlerons à d'autres moments. L'autre constat qui est fait du côté sanitaire, c'est que le sanitaire s'appuie beaucoup sur les compétences, sur les limitations, sur le renforcement des capacités de la personne concernée, souvent à partir d'une évaluation clinique, mais pas que, d'une évaluation aussi fonctionnelle qui fera l'objet aussi d'une amplification puisque ce sont vos demandes. Et du côté du médico-social, des accompagnements qui sont mis en place pour que la personne puisse faire ce qu'elle sera devenue ou redevenue en capacité d'effectuer grâce aux interventions sanitaires, ce qui finalement renvoie beaucoup à une évaluation fonctionnelle de terrain qu'on peut appeler écologique, in vivo, et le recueil, la prise en compte constante de la vie de la personne concernée. Quand on regarde donc les perspectives qui peuvent s'ouvrir là-dessus, il y a un champ très clair qui est mentionné à travers le diagnostic territorial, c'est le développement de l'interopérabilité des champs sanitaires et médico-sociaux. Ça a un intérêt sur 2 points. C'est d'abord d'assurer la durabilité fonctionnelle grâce au travail sur le transfert et à la généralisation des acquis. La réhabilitation psychosociale se base beaucoup sur la mise en œuvre ou la remise en œuvre des compétences ou des apprentissages, et il s'agit souvent de contourner l'écueil du transfert et de cette généralisation des acquis. Donc, il y a un modèle qui est plutôt intéressant, qui est le modèle de « il sait faire » ou « elle sait faire », il ou elle fait. Le sanitaire agissant souvent plutôt sur les limitations d'activité pour pouvoir d'abord répondre à la personne si on constate, on observe avec elle qu'elle sait faire ou qu'elle ne sait pas faire. Et puis du côté du champ médico-social en articulation, c'est plutôt l'action sur les restrictions de participation, la dimension essentiellement citoyenne, la personne fait ou la personne ne fait pas. Donc c'est cette combinaison entre sanitaire et médico-social qui ouvre des perspectives et qui est au cœur finalement du champ de la réhabilitation psychosociale. Et ce qui apparaît aussi sur cette interopérabilité, c'est de promouvoir des dispositifs conjoints et décloisonnés qui permettent d'évaluer et d'accompagner entre le sanitaire et le médico-social, qui est le moins possible de solutions de continuité, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une articulation entre les compétences des 2 champs. Sur notre axe, le deuxième qui ressort de façon franche du diagnostic, c'est la promotion de la culture de l'évaluation. Ça a été beaucoup évoqué sur les temps 1 et 2 du webinaire. Alors, ça a un intérêt parce qu'il y a des constats. Donc, les constats, du côté des professionnels, c'est une hétérogénéité souvent de l'évaluation, à la fois dans sa mise en œuvre
mais aussi dans sa compréhension, dans sa finalité, dans son intention. Il peut y avoir des outils qui soient propres aux structures. Il peut y avoir aussi l'usage, nous l'avons vu, d'outils entre guillemets standardisés ou généralisés. Et puis, du côté des professionnels, toujours, des bilans neuropsychologiques qui restent encore, non pas à faire leurs preuves, mais à s'intensifier, puisque finalement, à peu près 4 structures sur 10 dans le champ sanitaire l'utilisent de façon plutôt régulière, voire systématique, mais avec un recueil qui, lui, n'est pas toujours systématique de l'avis de la personne concernée par rapport à ses attentes, ses freins et ressources, ses besoins d'aide. Et du côté des personnes concernées par les soins et les proches, il y a là aussi un message fort qui est d'éviter le jugement sur les capacités avec une évaluation beaucoup plus objective en situation de vie, de permettre à ces personnes concernées par les soins d'être en capacité d'évaluer elles-mêmes leurs compétences, alors avec le soutien et l'aide des professionnels sanitaires et médico-sociaux, mais aussi par des mises en stage, alors stage un peu au sens large, des mises en situation directe pour pouvoir avoir une évaluation complète. Donc ça amène, vous avez en lecture là, des verbatims, ça amène à des perspectives qui sont sous forme de propositions. Donc d'abord, c'est une sensibilisation franche et partagée à l'intérêt de l'évaluation dans les parcours, avec peut-être aussi une nécessité de rassurer les professionnels sur l'intention de l'évaluation. C'est bien au bénéfice de la personne et non pas dans une dimension éventuellement administrative que parfois on peut avoir en tête, au moins du côté sanitaire. Ensuite, un autre point, c'est d'avoir une information dense, une information variée, une information aussi utilisant des moyens diversifiés sur les outils d'évaluation qui existent. Il y en a beaucoup et il y a nécessité finalement d'avoir une boussole dans sa poche pour pouvoir s'aider à utiliser les bons outils. Donc une formation ou des formations variées aux outils qui permettent l'évaluation, et puis aussi à des échanges de pratiques et des appuis spécifiques à la mise en place de cette démarche au sein d'une structure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle type qui se collerait sur toutes les structures, il y a une adaptabilité fine aux particularités de chaque structure, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse et la complémentarité. Et puis enfin, je le disais, une valorisation et une aide à la validation d'outils d'évaluation. Donc, il y a des outils qui sont, entre guillemets, standardisés. Il y a aussi des outils qui sont de très bonne qualité, de très bonne tenue, qui ont été fabriqués par des équipes. Et là aussi, il s'agit d'en faire la promotion, d'en faire la publicité. Troisième grand axe, l'implication de la personne concernée par la pratique de la restitution. Alors, les constats qui sont faits du côté des professionnels, c'est qu'il y a des restitutions qui sont faites, des synthèses écrites qui sont faites, qui sont souvent de bonne qualité, qui sont souvent utiles et pour autant qui ne sont pas forcément systématiques. Alors, il ne s'agit pas de faire dans une recette pour tout le monde la même chose. Il s'agit de partager les regards croisés qui finalement s'opèrent quand on porte une évaluation conjointe avec l'intéressé. L'avis de la personne aussi sur sa situation est nécessaire à recueillir. L'avis de la personne sur ses choix de soins, d'accompagnement, de vie, qui doit aussi être promu. Et puis, de pouvoir avoir à l'esprit de doter la personne d'outils d'autosupport, d'auto-d'évaluation et qui là sont clairement très peu utilisés. Donc finalement, un aboutissement de l'autonomie qui ne va pas jusqu'au bout. Donc voilà, ça donne des perspectives à pouvoir travailler. Du côté des personnes concernées, il y a de nombreux facteurs personnels qui favorisent le rétablissement, qui sont pointés dans le diagnostic territorial et sur lesquels il s'agit d'être au clair et sur lesquels s'appuyer. Une notion de déstigmatisation et le besoin d'être considérés comme des personnes adultes
capable, y compris quand on est porteur d'un handicap, donc finalement, y compris d'être handicapable, si on pouvait résumer cela. Et puis, le souhait d'être mieux informé et concerté dans les soins, de mieux connaître les ressources existantes. Donc, nous voyons bien là l'intérêt à s'interconnaître les uns les autres. Et puis, du côté des proches, la demande forte, qui n'est pas surprenante, hein, c'est de baser les accompagnements sur les projets et les envies des personnes. Alors, du côté des perspectives, eh bien, ça en ouvre d'intéressantes. D'abord, de continuer le travail de déstigmatisation. Alors, les semaines d'information sur la santé mentale y œuvrent de longue date. La Bretagne n'est pas en reste sur ces sismes. De pouvoir aussi avoir une diffusion de la culture, de la co-construction du projet avec la personne concernée à partir de ses attentes et de ses besoins. De pouvoir diffuser des outils qui visent à recueillir les souhaits et les besoins de la personne concernée. Nous en reparlerons à un autre moment. Et puis d'avoir un appui au développement et à la validation de nouveaux outils, et puis un développement à la paire et danse. Voilà. Donc, succinctement, les 3 premiers grands axes, et je passe la parole à Françoise Duval pour les 3 suivants. Donc, la quatrième perspective, c'était de développer la fonction de coordinateur de parcours. Alors, la coordination de parcours, c'est ce qu'on appelle aussi le case management ou la référence de parcours. Ça veut dire coordonner les interventions, les dispositifs qui concourent au parcours de rétablissement. Donc, on voit que c'est important quand même. Et ça cible des professionnels qui sont capables de porter une attention particulière à la globalité des accompagnements et à la prévention des ruptures. Alors, d'un point de vue des constats, d'abord les missions. Les missions du case manager, c'est à la fois d'accompagner les personnes dans leur milieu de vie, de les aider à résoudre les problèmes rencontrés à la fois dans leur réinsertion sociale et professionnelle, de garantir le suivi des soins et de veiller à l'articulation des différents accompagnements. On voit que c'est vraiment vaste et en fait, c'est s'assurer que tout est fait pour aider au parcours de rétablissement. Alors, les constats que font les professionnels, c'est que la fonction de référent de parcours, elle est assez peu présente chez 39% dans le secteur sanitaire et 49% pour le médico-social, en sachant que la fonction de référent de parcours, elle est différente de la fonction initiale, de la formation initiale de chaque professionnel. Les professionnels identifient aussi des besoins de formation en coordination de parcours pour 61% du sanitaire et 39% des collègues du médico-social. Ensuite, ils notent quand même une grande hétérogénéité de pratiques pour cette fonction de coordination. Il peut y avoir des coordinations qui soient limitées au parcours de soins, par exemple, ou d'autres à l'accompagnement social, sans la globalité, sans la dimension de globalité de l'accompagnement. Les personnes concernées, elles font un lien fort entre ce travail de coordination et leur besoin d'information et de compréhension du processus de réhabilitation, du processus de rétablissement. En effet, c'est assez logique, hein, le case manager peut aider dans la compréhension des différentes étapes du rétablissement et accompagner ces différentes étapes. Alors, les proches, eux, signalent une importance forte d'un professionnel référent, alors avec tous les mots qui sont importants, qui soit repère pour la personne, qui soit disponible, ça, la disponibilité, les proches ont particulièrement insisté dessus, qui accompagne le parcours, mais aussi les expérimentations de la personne, y compris après la sortie de l'hôpital. Et souvent, les proches assurent ce rôle par défaut lorsque ce rôle n'est pas assuré au niveau professionnel, ce qui les met dans une position un peu difficile avec une double casquette. À la fois, ils sont proches, parents, et ils sont en même temps case managers.
Et il signale aussi l'importance, enfin, tirer bénéfice d'un référent qui serait dédié aux proches également. Alors, sur le plan des propositions, nous avions envisagé de travailler sur la réflexion sur la notion de référent de parcours au travers d'échanges de pratiques entre les différentes équipes sanitaires, médico-sociales, et avec l'idée de confronter les pratiques, voir ce qui est difficile, voir les organisations qui fonctionnent, de vraiment travailler en réseau pour faire en sorte que cette fonction de coordination de parcours puisse se diffuser. La deuxième idée, c'était de valoriser les pratiques de coordination qui existent déjà. En effet, elles sont très importantes en tant qu'elles préviennent les ruptures de parcours, et ça, c'est essentiel. La troisième idée, c'était de référencer et de diffuser les offres de formation. Alors, il y a des offres de formation en case management qui sont certains diplômes universitaires, mais aussi des formations courtes, des immersions dans des équipes de case managers qui sont peut-être un peu plus à destination du secteur sanitaire. Et du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir y intégrer des collègues issus du secteur médico-social. La quatrième idée, c'était de sensibiliser à la coordination de parcours avec peut-être définir un socle commun en ce qui concerne les missions et puis, bien sûr, d'inciter au développement de la coordination de parcours. Alors, le cinquième axe, c'est l'intensification du partenariat sur le champ professionnel et l'employabilité. Je crois que c'est un gros axe. Alors, il y a certains partenariats qui existent au service des parcours, mais les partenariats concernent plutôt la santé psychique, les relations sociales, le logement, l'autonomie, du moins dans le secteur sanitaire. Donc, les constats faits par les professionnels, c'est qu'ils ont accompagné vers un projet professionnel les usagers pour 51% des équipes du sanitaire et 76% des équipes du médico-social. Et ils sont demandeurs de partenariat pour 49% des équipes du sanitaire et 22% des équipes du médico-social. Donc, les personnes concernées, elles définissent l'insertion professionnelle comme un fort facteur de rétablissement parce que ça revient dans tous les entretiens. Ils demandent une forte adaptabilité, une réactivité des dispositifs d'insertion professionnelle, ce qui est assez légitime. Et on voit quand même que peu d'usagers, globalement, travaillent, que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Et je pense que c'est un désir fort et c'est un facteur de rétablissement parce que à la fois le travail permet une socialisation, mais en même temps, c'est un rôle de renforcement des compétences. Et les proches, eux, ils pointent des choses plus techniques, à savoir un manque d'adaptation des lieux de travail pour permettre aux usagers de s'y inscrire pleinement. C'est plus facile de mettre en place des bancs inclinés pour permettre l'accession au fauteuil que de faire ce qu'il faut pour permettre l'intégration au milieu de travail des personnes qui souffrent de handicap psychique. Et les proches pointent aussi le peu d'évaluation des capacités professionnelles en amont et aussi sur site. Donc, à partir de ça, on a fait un certain nombre de propositions. D'abord, de sensibiliser les acteurs, en particulier du sanitaire, aux ressources disponibles en termes d'emploi. C'est vrai que les dispositifs sont, pour des gens issus du sanitaire, parfois assez compliqués.
Bon, ce n'est pas la formation de base. Je pense que le secteur médico-social est plus à l'aise dans ce domaine-là. La deuxième proposition, c'est de favoriser l'interconnaissance et l'interopérabilité des champs sanitaires, médico-sociaux. Jusque-là, tout va bien, mais aussi professionnels au service de l'insertion professionnelle. L'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble et de bien connaître les limites des interventions de chacun pour pouvoir agir en complémentarité. La troisième idée, c'est de développer des partenariats avec des structures comme Pôle emploi, Cap emploi ou encore l'ADAPT. Donc, Cap emploi et l'ADAPT, ils interviennent plus dans le secteur du handicap. Alors, pour l'ADAPT, c'est peut-être plus le handicap psychique même. Donc, c'est vrai que des rencontres avec des référents régionaux de ces structures pourraient être intéressants. Alors, en ce qui concerne Pôle emploi a un fonctionnement très pyramidal, on va dire. Donc, je pense qu'il sera intéressant de pouvoir rencontrer, que le CETRA-RB déjà rencontre la direction régionale avec l'aide de l'ARS. Je pense que l'ARS peut être d'une aide précieuse pour qu'on puisse après décliner ce qui peut être fait au niveau des directions territoriales, c'est-à-dire des départements, et après au niveau des agences de façon plus locale. Parce que s'ils ont des référents handicap au niveau de Pôle emploi, ils sont assez mal à l'aise avec le handicap psychique. Alors, comme on revient aussi d'une réunion entre centres référents, il y avait des collègues de Roanne et de Saint-Étienne qui ont insisté sur certains aspects des pratiques qu'ils avaient. Alors, ils ont aussi insisté sur le travail avec la MDPH, avec des décisions MDPH qui doivent être dans une temporalité raisonnable pour permettre la mise en place du projet. Ils insistaient aussi beaucoup sur l'évaluation fonctionnelle en milieu de travail, ce qui veut dire une collaboration avec le milieu professionnel. Et ces évaluations fonctionnelles étaient plus faites par des ergothérapeutes. Et ils insistaient aussi sur tout ce qui était ESAT de transition et job coaching. Donc, ça reste. Voilà. Le sixième axe, la sixième perspective, c'est d'informer le plus grand nombre sur ce qu'est la RPS. Donc là, ça va être un peu redondant avec certaines des directives de l'ANAP que David a déjà développées. Donc, les constats, c'est que les professionnels ont besoin d'inculturation à la réhabilitation psychosociale et plus précisément à la posture de réhabilitation psychosociale. Ça nous semblait très intéressant comme constat, parce que la posture de réhabilitation, ça veut dire une horizontalisation de la relation, une reconnaissance du savoir expérientiel, et puis prendre conscience que le sachant, c'est pas toujours le soignant. Donc, à côté de ça, les constats faits par les professionnels, c'est qu'ils ont besoin de connaissances beaucoup plus précises sur les outils disponibles. Donc, ensuite, du côté des proches et des personnes concernées, ils méconnaissent le plus souvent, donc voilà ce qu'ils retransmettent, les notions de la réhabilitation psychosociale. C'est qu'est-ce qu'on fait en réhabilitation psychosociale, quels sont les objectifs, quel intérêt ça a. Et ils méconnaissent aussi l'offre disponible autour d'eux. Où est-ce qu'on peut faire de la réhabilitation psychosociale? Bon, voilà. Donc, le constat, c'était que les structures de réhabilitation psychosociale ne sont pas du tout lisibles sur le territoire. Alors, c'est pas propre à la Bretagne, mais ça l'est aussi en Bretagne. Ça, c'est le premier point, et que leur accès n'est pas égal. Alors, la volonté quand même du législateur, c'était vraiment de mailler le territoire en soins de réhabilitation psychosociale. Donc ça, ce sera un axe fort sur
justement à travailler. Ensuite, ça c'était plus le discours des personnes concernées qui mettaient en avant la déstigmatisation, qui est un enjeu fort concernant le rétablissement et qui nécessite qu'on s'y attelle en termes d'information du grand public, notamment, qui contribue à cette déstigmatisation. Alors, au niveau des propositions, les propositions, c'était de déployer à la fois une information variée, multiniveau, multicanaux sur ce qu'est et ce que permet la démarche de réhabilitation psychosociale. Alors, à la fois, ça peut être de la sensibilisation, de l'information plus précise. Au niveau des destinataires, il faudra que ce soit à destination du grand public, des professionnels, que ce soit médico-social, sanitaire, social, des usagers, des proches, des étudiants. On attache beaucoup d'importance aux étudiants, c'est les tuteurs professionnels, mais aussi des bénévoles associatifs. Alors pour ça, on va avoir besoin vraiment de toutes les structures de proximité parce que chacun à son niveau, dans enfin, l'endroit où il travaille, où il intervient, peut déjà développer toute cette information sur la réhabilitation. Alors, multicanaux, c'est à la fois tout ce qui est en présentiel qu'on va pouvoir reprendre. Alors, ça peut être des journées régionales, des journées départementales. On en a déjà fait en Ille-et-Vilaine, ils en ont déjà fait, dans le Finistère aussi. Donc, j'en profite pour saluer Quimper qui organise la prochaine. Donc, ça peut être, oui, des journées thématiques, des journées de partage d'outils, comme on parlait la collègue de Saint-Malo hier. Ça peut être le format webinaire, hein, tout à fait. Hein, ça peut être l'utilisation des réseaux sociaux avec tout ce qui est LinkedIn et autres. Et l'idée, c'est de créer un site internet du C3RB qui pourrait être relais d'informations locales, d'outils et de notions plus générales sur la réhabilitation psychosociale. Je rajouterais une notion qui serait intéressante aussi, c'est quand est-ce qu'on peut faire la réhabilitation psychosociale, à quel moment du parcours de la personne, ça me paraît intéressant, et où. Alors, les interventions, ça nous semblait particulièrement pertinent qu'elles soient articulées autour de la notion de rétablissement, d'espoir et d'empowerment, parce que ça permet un travail autour de la déstigmatisation qui est vraiment essentiel et que les usagers ont raison de réclamer. Et enfin, il fallait améliorer le référencement des structures de RPS en Bretagne. Alors pour ça, on s'est rapproché, on a commencé à se rapprocher du centre ressources de Lyon, ça c'est sûr, mais aussi d'un collègue du centre référent de Nouvelle-Aquitaine, c'est la Tour de Gassy. Ce collègue qui s'appelle Geoffrey Coué, il a créé un site internet qui s'appelle Rétab et qui a pour ambition d'identifier toutes les structures de proximité avec des informations assez pratiques, le lieu, leurs coordonnées et leur activité pour que à la fois les usagers, les proches, mais aussi les professionnels puissent orienter les usagers ou que les usagers puissent s'orienter eux-mêmes. Alors, je pense qu'il y aura peut-être d'autres initiatives, peut-être à votre niveau. Voilà. Alors, la liste des perspectives qu'on avait définies, elle n'est pas exhaustive. Je pense qu'on a besoin de vous pour la compléter, pour l'enrichir. Et on vous remercie encore d'être là. Merci de votre attention, en tout cas. Merci à vous, Françoise et David. Sans perdre de temps, je vois que dans le fil de discussion publique, là, il y a eu pas mal de réactions dans le champ de l'insertion professionnelle. Alors,
tous les partenaires étaient pas mentionnés manifestement dans le diaporama, et donc nos collègues nous en mettent quelques-uns d'autres en perspective. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce sujet-là? Et puis, pour ma part, en contrepoint, en quelque sorte, de cette question de l'insertion professionnelle, je vois moins apparaître dans les perspectives la question de l'habitabilité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, la thématique de l'insertion professionnelle est bien mentionnée, paraît comme une priorité. On voit moins apparaître la question de l'habitabilité. Or, cette question-là me semble être aussi une thématique importante de réhabilitation psychosociale. Ça vous parle comme question, messieurs, dames? Alors, effectivement, en ce qui concerne l'insertion professionnelle, on n'a sûrement pas cité tout le monde, ça c'est sûr. L'idée, c'est d'arriver à se mettre en marche ensemble pour favoriser l'insertion professionnelle des usagers, que ce soit par le biais, je lis, enfin j'essaye de lire, des ESAT hors les murs, enfin bon, voilà, il y a plein de dispositifs et par le biais, je vois l'intervention de l'ADAPT, là, de collaboration avec le secteur sanitaire, où il faut vraiment qu'on arrive à articuler pour bien savoir les limites des actions de chacun et mieux coordonner ces actions-là. Moi, je pense les ESAT de transition, les ESAT hors les murs, bien sûr, oui, tout ça c'est pertinent. Alors, en ce qui concerne l'habitabilité, alors je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il fallait qu'on s'arrête à un certain nombre de perspectives, mais c'est aussi un chantier. Mais peut-être enfin, moi j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus facile de travailler au niveau de l'habitabilité parce qu'il y a déjà des collaborations qui sont plus en place. Bon, avec les bailleurs sociaux, quand même, une sensibilisation avec les différents partenaires, et puis avec le secteur médico-social qui, eux aussi, font de l'insertion en logement. Je ne sais pas si je réponds. Si David, tu veux compléter. Oui, bah, je veux bien compléter ce que tu viens de dénoncer, Françoise, pour être sur un autre, enfin, sur ce même champ-là, mais avec un autre éclairage, pour dire et redire qu'il y a quand même eu de nombreuses études scientifiques, hein, nationales comme étrangères, qui ont démontré l'efficacité des soins de réhabilitation psychosociale pour, entre autres, et surtout favoriser le maintien au domicile, et que les expériences bretonnes sont, en tout cas sur ce plan-là, riches et variées. Ça peut nécessiter justement de les recenser de façon plus franche, pour que chacune et chacun puisse voir ce qui existe. Que ces études-là scientifiques ont aussi montré que la RPS avait un rôle pour renforcer l'insertion sociale et professionnelle. Donc ça nécessite vraiment de se pencher dessus, ce que Françoise vient de rappeler. Que la RPS avait aussi démontré, hein, dans des études avec une méthodologie scientifique, que ça améliorait, on n'en est pas surpris, mais en tout cas on en est rassuré, la qualité de vie des personnes et de l'entourage, que ça avait un impact non négligeable pour diminuer la prescription médicamenteuse, hein, pour la réduire à le strictement utile, et que ça permettait de renforcer la compréhension de chacune et de chacun, non seulement la personne en soins, l'entourage, mais aussi les professionnels dans leur ensemble, sur l'utilité des soins, des accompagnements, en fait, d'une manière articulée. Et puis enfin, alors après, ça n'est pas négligeable non plus, hein, puisque nous sommes aussi des citoyens et que la santé a un coût, c'est que ça permettait aussi de réduire les coûts par la désinstitutionnalisation. Hein, donc voilà aussi comment l'habitabilité, elle se réenclenche. L'hôpital, ça n'est pas a priori un lieu de vie.
Donc, il faut bien qu'on puisse travailler à ce que ce soit les lieux de vie choisis par les personnes qui soient au centre de nos accompagnements. Voilà. Et je voulais juste rajouter, en ce qui concerne l'habitabilité, parce que sinon Gilles Mazet va m'en vouloir, qu'il y a un dispositif qui se développe là, c'est le dispositif Un chez soi d'abord, qui se développe sur la Bretagne et qui est un dispositif tout à fait intéressant puisqu'il il priorise l'accès au logement et seulement comme préalable à éventuellement un parcours de soins, un parcours d'insertion dans la cité. Et c'est vraiment un dispositif très, très intéressant sur lequel on travaille à Brest, mais je crois qu'à Rennes aussi. Donc, voilà. Je confirme, c'est en prévision à Rennes également. Mmh. Il y a SAVS SAMSA Don Bosco à Brest là, qui nous demande pourquoi il y a de plus en plus de fermetures des appartements thérapeutiques. Alors, je ne sais pas si c'est un effet local, et puis peut-être il faudrait définir précisément c'est quoi un appartement thérapeutique, parce que dans la réglementation, c'est une structure hospitalière. Il y a à différencier des appartements de réinsertion, à différencier des habitats regroupés, des résidences accueil. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de dispositifs, et parfois les termes ne sont pas toujours les bons dans les échanges. Le sentiment, me semble-t-il, c'est quand même plutôt que la dimension de l'habitat inclusif, on va dire, d'une manière générale, est plutôt en augmentation qu'en réduction, me semble-t-il. Oui, avec peut-être d'autres dispositifs aussi, qui sont des appartements à bail glissant, enfin, voilà, des appartements communautaires, enfin, d'autres, des logements d'apprentissage qui sont portés sur Brest par le SAVS Don Bosco. Ok. Il y avait d'autres thématiques éventuellement à explorer. Alors, d'abord, David, je me demandais peut-être si tu pouvais revenir, tu sais, sur la notion d'interopérabilité entre champ sanitaire et médico-social. Tu as expliqué le modèle il sait faire, il fait. Est-ce que tu pourrais peut-être détailler un petit peu ce modèle-là pour qu'on comprenne bien? Oui, succinctement. Alors, le côté succinct, généralement, limite un peu les explications, mais ce qui est important dans le champ de la réhabilitation psychosociale, c'est bien évidemment que la personne exprime des choix et chemine avec ses choix vers une situation qu'elle considère comme pleine et entière dans une qualité de vie, donc une sorte de rétablissement. Le champ sanitaire, généralement, a une évaluation clinique et une évaluation fonctionnelle pour pouvoir permettre d'éclairer avec la personne si elle sait faire. Elle sait faire alors plein de choses. Hein. Elle sait faire dans le champ de son chez-soi, les tâches ou les exigences domestiques. Si elle sait faire dans le champ de sa médication, si elle sait faire dans ses interactions avec les interlocuteurs professionnels, qu'ils soient du champ sanitaire ou médico-social. Donc il y a souvent une évaluation assez large, étendue sur les compétences que la personne possède. Pour autant, dans le champ sanitaire, on n'a pas forcément en facilité de pouvoir proposer des situations de vie quotidienne. Alors certes, on peut au domicile de la personne, on peut dans des structures de jour, on peut dans des lieux de soins de plus longue durée, recréer finalement des situations de vie à peu près semblables à ce qui se passe dans la vie réelle de la personne. Donc, on a souvent une évaluation que la personne sait faire ou ne sait pas faire. Les collègues dans le champ
du médico-social, alors SAVS, SAMSA, ESAT, SAT hors les murs, dans le champ aussi, alors non pas médico-social mais associatif, il y a souvent des retours et des évaluations fines sur le fait que la personne fait ou alors ne fait pas. Et parfois, on est surpris dans le champ sanitaire que la personne sache faire et ne fasse pas, ou alors d'avoir évalué que finalement, la personne ne semblait pas savoir faire et que pourtant, elle a trouvé les moyens de pouvoir faire. Donc, il y a cette question en fait d'un dialogue entre l'évaluation, l'observation fine qui est faite par les différents professionnels, de pouvoir en échanger avec les professionnels et d'en échanger avec la personne concernée et d'en échanger avec les proches quand les proches sont invités, finalement invités par la personne concernée et invités par les professionnels, et de pouvoir travailler à la transférabilité des compétences pour que dans la situation de vie, dans les contextes de vie, la personne, elle fasse. Parce qu'au final, si on reste à savoir-faire et qu'on ne fait pas alors même qu'on a des objectifs personnels qui nécessitent de faire, il y a un bout du chemin qui est fait et l'autre qui n'est pas fait. Donc, il y a cette interopérabilité-là, elle nécessite vraiment de pouvoir recueillir les observations qui sont faites de chaque côté. Et ça, souvent, ça pêche un peu. Alors, ça pêche pas complètement, mais ça nécessite de se connaître, de se faire confiance, de se rencontrer. Voilà, donc c'est succinctement. Ok, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair pour moi, en tout cas. Alors, j'avais encore une autre question qui rejoint plus la thématique sur l'évaluation. Finalement, en tant que professionnel de terrain, on va dire, on est souvent confronté plutôt à une jungle d'outils d'évaluation, sans toujours avoir finalement comment dire, la connaissance suffisante pour permettre de serrer un peu les outils, de savoir lesquels sont les plus pertinents par rapport aux objectifs qu'on cherche à atteindre. Vous avez parlé d'outils tech là à un moment dans le webinaire. Est-ce que ça c'est une mission que le C3RB va déployer plus particulièrement sur le tri peut-être, le recueil, l'information, la connaissance, mais aussi peut-être de pouvoir s'y retrouver en fait dans l'ensemble des outils? Oui, je pense que c'est quelque chose qui est de notre champ de compétences et aidé par les échanges de pratiques entre professionnels pour qu'on arrive à un consensus un peu d'outils qui soient à la fois validés, qui soient assez faciles à utiliser et qui soient assez complets pour répondre à une mission d'évaluation qui soit satisfaisante. Voilà. Pour compléter ce que vient de dire Françoise, il y a vraiment effectivement besoin de doter les professionnels d'une boussole, en fait, avec une boussole qui permette dans des grands registres de fonctionnement, travailler avec la personne, avec les proches, de se repérer, donc d'avoir une boussole qui permette d'accéder à des outils, à leur utilisation, de savoir quelle est plutôt l'intention de l'outil. Est-ce que c'est un outil qui nécessite une formation ad hoc ou qui peut être, quand on a des notions, on va dire, générales de pratique et de base utilisables? Est-ce que c'est un outil qui nécessite une passation longue ou alors est-ce que c'est un outil un peu flash et court? Voilà, il y a ce travail-là qui est en cours, que vient de préciser Françoise au sein du C3RB. C'est vraiment, il nous semble, un indispensable. Ok, merci à vous deux sur ces éclairages. Je vois plus de questions là, en tout cas dans le fil d'actualité. Est-ce que il y a une ou deux petites questions? Il nous reste 8 minutes. Est-ce que quelqu'un veut poser une question plutôt à l'oral? C'est peut-être plus simple pour certains. Je laisse la parole en tout cas.
Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Ouais, Nathalie Ledrougou, responsable du service social au CHGR. Moi, c'est sur la thématique de la coordination de parcours que j'aimerais avoir un petit peu des précisions sur la réflexion qui va être menée par le C3RB à ce niveau-là, parce que au niveau du service social hospitalier, ça fait partie des missions quand même des assistantes sociales de coordonner aussi les actions autour des patients en lien avec les partenaires dans la mise en œuvre des projets de soins, de réinsertion sociale. Et voilà, je me demande dans quelle mesure le service social pourra être associé en tout cas à la réflexion, parce qu'on voit de nouveaux métiers aussi qui arrivent, de case manager, des référents de parcours, et je pense qu'il faut qu'on puisse, pour le coup, se coordonner sur cette dimension-là. Voilà. Alors, évidemment, les services sociaux seront associés. Alors, nous, au niveau de l'équipe ambulatoire de réhabilitation psychosociale à Brest, on avait identifié un case manager dans l'équipe et c'est l'assistante sociale. C'est un choix qu'on a fait parce qu'elle était plus en position méta, position de coordination des différents axes de soins et de réinsertion. Et elle travaillait aussi particulièrement bien avec les partenaires, ce qui facilite effectivement le positionnement en case manager. Yeah. Oui, peut-être un autre élément de réponse qui va compléter le propos. C'est vrai qu'on parle souvent de métier, peut-être de fonction aussi. Dans les dernières... Je pense que dans les derniers travaux, notamment de l'ANAP, on tend à valoriser une fonction de coordination ou une fonction de case management ou de référent de parcours qui peut être portée par différents métiers socles, en fait. Donc, c'est plus, en fait, ce qui est ressorti aussi beaucoup du diagnostic territorial, c'était la possibilité pour chaque personne accompagnée d'avoir un référent de parcours en qui il ait confiance, qui puisse l'accompagner dans l'ensemble de ses démarches, ou en tout cas veiller. Alors souvent, quand on parle de coordination de parcours, on emploie souvent cette citation qui est le fait que le coordinateur de parcours n'est pas celui qui fait tout, mais qui veille à ce que tout soit fait. Vous devez connaître, j'imagine. Et du coup, c'est quelqu'un simplement qui va veiller à la globalité et à la fluidité du parcours et qui va veiller aussi à ce que la personne garde le sens et les objectifs de son parcours. Et quand je dis que la personne les garde, c'est-à-dire que ce soit à la fois que ça fasse sens pour elle et puis aussi auprès des professionnels, que on agisse autour de la personne, en tout cas avec la personne, dans une direction commune que sont les attentes et souhaits d'insertion de la personne. Donc effectivement, la collaboration avec tous les professionnels qui endossent déjà cette casquette, c'est peut-être un terme un peu négatif, mais en tout cas qui font vivre cette fonction de coordination de parcours, ça va être primordial parce qu'en fait, il y a autant de pratiques que de professionnels et de personnes, et tant mieux. Et puis, comme ça a été dit dans le topo, peut-être donner un petit peu des repères, plus que des lignes de conduite à tenir, mais peut-être des repères sur ce que peut être cette fonction qui qui est déjà réalisée par tout un tas de professionnels, formés ou pas, et qui paraît encore un tout petit peu à préciser pour d'autres professionnels. Donc oui, le concours de toutes les personnes qui pratiquent déjà la coordination de parcours va être la bienvenue. Merci. Alors, on a, peut-être pour finir, parce qu'il reste 4 minutes, on a J. Grimald qui nous dit que l'HAS recommande un projet personnalisé de coordination en santé. A priori, il y a une publication de juillet 2019 à ce sujet. Est-ce que quelqu'un, moi je ne connais pas personnellement, est-ce que quelqu'un, bon ça semble quand même, parce que J. Grimald nous dit que ça aboutit à des tableaux objectifs, moyens, intervenants, indicateurs, oui, donc une structuration
des parcours en quelque sorte, et qui ne me semble pas du tout contradictoire avec ce que vous venez de nous dire là, hein. C'est la question de la coordination en fait au final qui est posée à tous les acteurs du parcours d'une manière générale, me semble-t-il, mais en structurant les interventions de chacun, quoi. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ce sujet. Oui, c'est quelque chose qu'on utilise déjà. Bonjour Jordan, qu'on utilise déjà au quotidien avec des outils en particulier, enfin des outils qu'on peut partager avec le médico-social aussi, ce qui renforce la coordination avec effectivement des outils assez simples puisqu'il faut qu'ils et pas trop technique parce qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde, hein, y compris pour les usagers, avec des objectifs effectivement et des moyens et les actions mises en place pour atteindre ces objectifs. On fait aussi, nous, un tableau, on partage, en fait, on a un tableau commun avec le SRS Don Bosco. Et on met dans quel cas c'est le SAVS qui intervient et dans quel cas c'est plus le soin qui intervient. Donc on n'a pas d'indicateur, je ne crois pas, de mémoire. Voilà, mais c'est quelque chose qui est utilisé et qui est assez opérationnel. Et en tout cas qui répond bien aux attentes des usagers, je crois. Donc... Ok, merci beaucoup. Cyrielle, je te repasse la main peut-être pour la conclusion. Il reste 1 minute. Hein. C'est bien, ça va me pousser à être brève. Alors, en 1 minute, merci à tous, merci à toutes. Il y avait aujourd'hui, même si on n'a pas fait de tour de table, il y avait des usagers, il y avait des personnes du droit commun, il y avait des personnes de différentes structures territoriales, il y avait du médico-social, il y avait du sanitaire, donc professionnels, usagers, il y avait des familles. Donc, merci à toutes et tous. Vraiment, on représente un panel aussi varié que doit l'être la réhabilitation psychosociale. Merci bien sûr à tous les participants au diagnostic. Merci aux institutionnels qui nous font aussi confiance et qui nous soutiennent. Plus largement, peut-être aussi remercier toutes les équipes qui d'ores et déjà nous ont fait confiance et sont venues assez spontanément vers le C3RB pour diffuser une info, pour prendre une information, pour demander l'appui sur certains points techniques. Donc, merci beaucoup. Ça nous aide, c'est comme dans les parcours de réhabilitation, à chaque nouvelle question, on doit inventer des nouvelles solutions. Donc c'est vraiment un nourrissage, enfin on l'espère, que ça vous aide, mais en tout cas pour nous aussi, ça nous aide à structurer des actions petit à petit qui vont être concordantes avec vos besoins. Alors peut-être sur les aspects plus techniques, on va vous envoyer d'ici très peu de temps donc le lien vers les replays, donc les enregistrements des 3 sessions, les liens, enfin en tout cas les supports des présentations bien sûr, donc les 2 premières sont parties hier, la 3e va suivre, ainsi que le rapport du diagnostic territorial, alors qui demande un tout petit peu plus de temps, donc vous aurez l'été, on vous interrogera à la rentrée sur la lecture attentive pendant l'été, bien sûr. Mais en tout cas, non, on vous la transmettra. On essaiera de la diffuser aussi sûrement via les réseaux sociaux. La dernière chose, c'est que fort de cette expérience qui s'est, alors pour nous, bien passé, j'espère pour vous aussi, j'espère que vous y avez trouvé des éléments d'information intéressants. On est très motivés à l'idée de refaire des temps de visio comme ceux-ci qui viendront compléter les temps en présentiel, mais qui nous permettraient peut-être d'avoir des temps assez courts sur des thématiques données qui puissent à la fois valoriser des expériences, des choses dont vous voulez parler vous, c'est-à-dire que toute personne du réseau pourrait venir nous partager ses savoirs, ses compétences via ces rendez-vous un peu réguliers. Et puis peut-être aussi de pouvoir inviter des gens à travers des personnes qui en France ont développé des choses, voire des collègues suisses ou québécois pour rester dans le monde anglophone et dans le champ de la réhabilitation psychosociale qui se développe beaucoup dans ces endroits-là.
Je crois que j'ai terminé dans ma petite prothèse cognitive écrite sur ma liste. Je crois que j'ai plus rien. Je pense que j'ai dépassé un tout petit peu le timing, donc je vous souhaite un bon appétit. Et puis à bientôt. Et puis je laisse... Oui, on vous laisse du coup les... Merci Annabelle pour le partage. Donc c'est les quelques ressources de formation un petit peu généralistes dont on a parlé en début de webinaire, donc à la session numéro 1, que sont des MOOC gratuits, alors qui sont des fois pérennes, des fois avec des dates d'inscription définies. En tout cas, je vous recommande chaudement celui sur la réhabilitation psychosociale qui a été fait par le Centre Ressources en réhabilitation de Lyon, le MOOC sur rétablir un vrai délire qui a été fait par nos collègues suisses de l'École des hautes études sociales, je dirais, en Suisse. Bref, je suis désolée parce que je pense que je mords l'acronyme. Je m'excuse auprès d'eux. Les fondements du rétablissement, qui est un MOOC, pour le coup, québécois de Montréal. Et puis la formation toute récente proposée par l'UNAFAM et qui est pareil, une mine d'informations, donc Formédant. On vous encourage vivement à aller sur le site internet du Centre Ressources en réhabilitation de Lyon, ainsi qu'à vous abonner, pourquoi pas, à la newsletter, parce qu'ils ont vraiment des infos régulières pertinentes. Et puis pour les dates, un colloque de l'Association française de remédiation cognitive sur précarité et remédiation cognitive en septembre à Marseille. Puis bien d'autres, il y a sûrement d'autres infos. J'en profite pour une dernière chose, c'est que si vous avez, vous, des infos à partager, des ressources pertinentes, des dates à retenir et qui seraient intéressantes pour tout le réseau, faites-nous le savoir. On a ce rôle-là de transmettre de l'info, de diffuser au sein d'un réseau, et c'est comme ça qu'on va avancer tous ensemble vers une plus grande pratique de la réhabilitation psychosociale sur la région. Merci à tout le monde.